Les tambours ont commencé à résonner avant l'aube. En 5 jours à peine, la tension entre le Burkina Faso et le Togo s'est transformée en menace ouverte, pendant que Paris laissait filtrer un avertissement voilé. Le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve une fois de plus face à la même équation. Jusqu'où peut-on défendre sa souveraineté sans réveiller les vieux maîtres? L'horizon du Sahel tremble, prêt à s'embraser. Le calme apparent n'est qu'un voile. Depuis l'échec sanglant du dernier complot, Ouagadougou exige de Lomé qu'il livre Paul-Henri Damiba, accusé d'avoir orchestré la tentative d'assassinat contre 19 officiers et contre le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même. Mais le Togo garde le silence, comme s'il pesait chaque mot entre prudence diplomatique et calcul stratégique. Derrière les portes closes, les chancelleries s'agitent. La France invoque ses accords militaires pour avertir que toute incursion du Sahel sur le sol togolais serait une provocation. Chaque heure sans réponse renforce la méfiance. Chaque communiqué, la peur d'un engrenage fatal. Et si cette attente n'était qu'une arme plus dangereuse que la guerre? Avant la tempête, il y avait eu le silence. Quelques semaines après la 40e tentative d'assassinat déjouée, le Burkina Faso croyait pouvoir respirer. Les réseaux putschistes paraissaient désorganisés, la sécurité consolidée. Mais un détail, presque anodin, a tout relancé. Une série de messages interceptés reliant d'anciens officiers en exil au Togo, puis à une cellule dormante à Ouagadougou. C'est là que les enquêteurs ont compris que Damiba n'était pas un fugitif isolé, mais le maillon d'une chaîne plus vaste, une architecture de déstabilisation enracinée dans la région côtière. Selon plusieurs sources diplomatiques, le capitaine Ibrahim Traoré a alors convoqué un conseil restreint. Les preuves étaient accablantes. Transfert de 100 millions CFA, aveux d'intermédiaires, itinéraires convergents. Le piège s'était refermé, mais sur qui? Car en exigeant publiquement l'extradition de Damiba, Ouagadougou révélait aussi l'existence d'une opération secrète de contre-espionnage menée depuis des mois, où chaque mouvement était observé, chaque mot enregistré. C'est à cet instant que la France a refait surface, invoquant des obligations de sécurité régionale. Une phrase suffisait. Toute intervention non autorisée sur le territoire togolais serait considérée comme hostile. En un seul communiqué, la tension locale devenait crise internationale. Les chancelleries ont compris qu'un simple faux pas pouvait rallumer l'ancien brasier colonial. Et au cœur de cette trame, un constat s'impose. Le Sahel n'est plus seulement une ligne de sable, c'est une frontière de souveraineté. Le silence diplomatique du Togo, lui, devient chaque jour plus sonore. Dans les couloirs du palais de Koulouba, l'atmosphère est lourde. Les conseillers militaires passent en silence, dossiers en main, pendant que le capitaine Ibrahim Traoré écoute les rapports des services de renseignement. Depuis la nuit de l'attentat manqué, il dort peu. Les confessions de soldats infiltrés, les chiffres qui révèlent le prix de la trahison, tout lui revient à l'esprit. Face à lui, un officier évoque les familles des 19 hommes visés. Ils attendent que justice parle, pas que le silence les enterre. Dans la cour, une centaine de jeunes volontaires s'entraînent sous le soleil, drapeau du Burkina dressé à côté de celui de l'Alliance du Sahel. Ils savent que chaque balle perdue dans les rumeurs diplomatiques retarde une victoire sur le terrain. Les mots circulent comme des ordres. Patience, dignité, vigilance. Car Traoré a promis que l'honneur des morts serait la boussole des vivants. Ce même jour, à Lomé, un diplomate togolais murmure à un journaliste « Paris n'a rien dit, mais tout le monde a compris ».
Une phrase simple qui traduit toute la peur d'un continent entre les serres d'anciens maîtres. Et au centre du tumulte, une certitude. Le silence devient une arme. Tout s'est accéléré un jeudi matin. À 8 heures, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso publie un communiqué exigeant l'extradition immédiate de Paul-Henri Damiba. 30 minutes plus tard, le Togo répond par un silence glacial. À midi, les médias du Sahel reprennent la nouvelle. La diplomatie vient de franchir un point de non-retour. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Les cartes sont étalées sur la table, les axes frontaliers, les points de passage, les dépôts d'armes. Chaque scénario est envisagé. Incursion limitée, blocus, opération nocturne. Mais un fil rouge revient sans cesse, éviter le piège français. Car au même moment, à Paris, des conseillers de l'Élysée réactivent les clauses de défense signées avec Lomé et Abidjan. Les radars français scrutent déjà la frontière nord du Togo. Vers 16 heures, un message codé arrive depuis Niamey. AES en alerte. Les alliés du Niger et du Mali savent que la moindre étincelle pourrait rallumer tout le Sahel. Dans les casernes, les soldats attendent, disciplinés, le visage fermé. À la radio nationale, on diffuse des chants patriotiques. Dans les marchés, les femmes prient tout haut pour que la guerre ne revienne pas. Au crépuscule, une voix brise la stupeur. Celle du porte-parole de la présidence, annonçant que le Burkina Faso épuisera toutes les voies diplomatiques, mais qu'il ne reculera pas. Une phrase brève, calculée pour être entendue à Lomé et à Paris. Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de Burkinabés postent des messages de soutien au capitaine Traoré. Le mot dièse « Oh justice pour les 19 » devient viral. Dans la nuit, l'électricité se coupe brièvement au centre de la capitale. Certains y voient un sabotage, d'autres une simple panne. Mais personne ne dort vraiment. Au petit matin, le ciel du Sahel semble plus bas. Et dans les regards, une question plane. Combien de silence avant l'explosion? 3 chiffres résument la gravité de l'affaire. 40, c'est le nombre total de tentatives d'assassinat recensées contre le capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir. Un record tragique qui illustre la persistance d'un réseau souterrain refusant la souveraineté nouvelle du Sahel. 19, ce sont les officiers qui figuraient sur la liste noire du complot de Damiba. Selon le rapport du contre-espionnage, chacun d'eux devait être éliminé dans la même nuit pour paralyser la tête et le cœur de l'armée. Les enquêteurs affirment que ces ordres ont circulé via des canaux cryptés basés à Lomé. 100 millions, c'est le montant en francs CFA traqué dans les transferts entre sociétés écrans ivoiriennes et les messagers du complot. La trace numérique est nette, les dates concordent avec les aveux des intermédiaires arrêtés à Bobo-Dioulasso. Pour le Burkina Faso, ces données constituent la preuve irréfutable d'une orchestration externe. Les diplomates togolais, eux, nient toute implication directe. Ils évoquent une procédure d'analyse juridique tout en évitant soigneusement de contester l'existence des transactions. Mais à Ouagadougou, la patience s'épuise. Chaque jour sans réponse renforce la conviction qu'un jeu d'attente est en cours. Un officier confie sous anonymat. Ils veulent nous pousser à la faute, pas à la victoire. En coulisses, la France invoque ses accords de défense bilatéraux pour justifier sa vigilance. Des analystes y voient une manœuvre classique. Transformer un conflit d'extradition en dossier sécuritaire. Car si une unité burkinabé franchissait la frontière, Paris pourrait légalement activer son dispositif de protection régionale.
Ainsi, la justice nationale deviendrait un prétexte d'ingérence. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré choisit la retenue stratégique, maintenir la pression sans offrir le moindre faux pas. Il sait que la guerre de chiffres peut devenir une guerre de territoire, et que parfois, le silence diplomatique tue plus sûrement que la poudre. Deux camps se dessinent désormais dans le débat sahélien. Le premier veut frapper vite. Pour lui, l'honneur national ne se négocie pas. Si le Togo abrite Paul-Henri Damiba, alors l'AES doit aller le chercher, par la force s'il le faut. Ces voix, souvent issues de la jeunesse et de l'armée, rappellent que chaque jour d'inaction prolonge l'humiliation. Elles brandissent le précédent des opérations contre les groupes terroristes. Quand nous avons attendu, nous avons perdu. Quand nous avons agi, nous avons tenu. Le second camp, plus discret, plaide pour la stratégie longue. Ses arguments s'appuient sur les leçons de l'histoire récente. La France n'attend qu'un prétexte pour revenir militairement dans la région. Un diplomate malien résume la crainte partagée. Une seule patrouille mal placée, et Paris criera à l'agression. Dans cette optique, la victoire n'est pas de capturer Damiba, mais de prouver que le Sahel sait résister sans retomber dans le chaos qu'on lui promet. Ibrahim Traoré, lui, avance entre ces deux falaises. Il comprend la colère de ses officiers, mais il voit aussi le piège. Ses conseillers parlent d'un art de la lenteur calculée. Faire sentir la menace sans l'exécuter, maintenir la peur de la riposte sans déclencher le feu. Une guerre psychologique à l'échelle d'un continent. Entre ces deux thèses, il n'y a pas de vérité simple, mais une conviction commune, le destin du Sahel se jouera moins sur un champ de bataille que dans la patience d'un homme. La révélation est tombée un matin de pluie. Un rapport interne de la gendarmerie, fuité dans la presse, confirmait que plusieurs conseillers togolais avaient rencontré un émissaire français 2 jours avant la réponse officielle de Lomé. Le document, sobre mais accablant, évoquait des instructions de temporisation venues de Paris et la promesse implicite d'un appui militaire si la crise s'envenimait. Ce n'était plus une supposition. La main étrangère agissait à découvert. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré aurait prononcé une phrase qui fit le tour des réseaux. « On ne tend pas la main à celui qui creuse notre tombe ». En quelques heures, le ton changea. La retenue diplomatique se mua en stratégie d'exposition. Montrer, nommer, documenter. Le piège, désormais, portait un visage et une signature. Le voile est tombé. Les premiers effets de la crise n'ont pas tardé. Au niveau de l'État, le gouvernement burkinabé a renforcé son dispositif de sécurité intérieure. Les officiers visés par le complot ont été placés sous protection spéciale, tandis que les services de renseignement révisaient leurs protocoles de communication. Dans les couloirs de la présidence, on parle d'une refondation silencieuse. Ne plus dépendre d'aucun réseau extérieur pour garantir la stabilité. Une commission spéciale, créée par décret, a commencé à recenser toutes les interférences étrangères documentées depuis 2019. Pour les entreprises, le climat reste fragile. Plusieurs sociétés minières étrangères ont suspendu temporairement leurs opérations dans la zone de Gaoua, craignant des perturbations diplomatiques. Mais, paradoxalement, cette tension a réveillé un réflexe d'indépendance. Des investisseurs régionaux maliens et nigériens proposent déjà de reprendre certaines concessions. Le risque crée la solidarité, confie un économiste de l'AES. Chez les citoyens, la peur s'est mêlée à la fierté. Les habitants de Ouagadougou organisent des veillées en soutien aux forces armées. Des messages circulent. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous ne fuirons plus.
L'image du capitaine Ibrahim Traoré en treillis, visitant une base isolée sous la pluie, est devenue virale. Les jeunes y voient un symbole, celui d'une Afrique qui ne baisse plus la tête. Dans la région, les répercussions sont stratégiques. Le Mali et le Niger ont exprimé leur appui, tandis que la Côte d'Ivoire et le Bénin observent prudemment. À Lomé, le gouvernement tente d'apaiser la tension, mais la rumeur d'une médiation secrète avec Paris circule déjà. Des analystes africains avertissent, si le Sahel rompt avec ses voisins côtiers, l'équilibre économique de toute l'Afrique de l'Ouest pourrait s'effondrer. Mais d'autres y voient à Esankou l'occasion d'une nouvelle architecture régionale, plus lente, plus rude, mais plus libre. Au cœur de cette recomposition, une phrase circule à nouveau. La souveraineté se paye toujours comptant. Dans le scénario de base, les négociations diplomatiques se prolongent, sans éclat ni avancée majeure. Le Togo maintient sa position de neutralité prudente, la France conserve son rôle d'observateur vigilant et le Burkina Faso consolide peu à peu ses alliances militaires avec le Mali et le Niger. Le dossier d'Amiba s'enlise dans les procédures, mais la stabilité interne reste préservée. C'est le scénario de la tension contenue, une guerre froide du Sahel où chaque mot pèse plus qu'une balle. Dans le scénario optimiste, sous la pression de l'opinion publique et de l'AES, Lomé finit par coopérer. Damiba est extradé, jugé publiquement, et le procès devient un acte de souveraineté continentale. Dans ce cas, la diplomatie régionale sortirait renforcée, la France contrainte de revoir ses protocoles d'intervention. Le capitaine Ibrahim Traoré y gagnerait la légitimité d'un chef d'État capable de transformer la colère en institution. Le Sahel entrerait alors dans une phase de reconstruction morale et politique. Dans le scénario pessimiste, un incident frontalier, un tir perdu, un drone mal interprété suffisent à rallumer l'incendie. Paris active ses accords de défense, invoque la protection des États côtiers et la confrontation devient inévitable. Dans ce cas, la fracture serait totale, diplomatique, économique, symbolique. Le piège redouté deviendrait réalité et le Sahel perdrait non seulement du sang, mais des années d'efforts. Entre ces trois voies, Ibrahim Traoré doit choisir sans se précipiter. La stratégie la plus forte n'est peut-être pas celle du bras tendu ou du poing fermé, mais celle du regard qui reste clair dans la poussière. À Ouagadougou, les marchés rouvrent lentement après chaque nuit d'alerte. Les femmes reviennent vendre le mil, les enfants rient encore près des camions militaires, comme si la peur devait céder sa place à l'habitude. Dans les rues, les portraits du capitaine Ibrahim Traoré s'accrochent au mur des boutiques. Certains les fleurissent, d'autres y glissent une prière écrite à la main. Ce n'est plus seulement un visage d'autorité, mais celui d'un homme qui a survécu 40 fois à la mort. À la radio, un ancien combattant dit « On n'a pas besoin qu'il gagne toutes les batailles, on veut juste qu'il tienne ». Ces mots, simples, résument le sentiment collectif, la fatigue, la dignité et la peur d'être à nouveau trahis. Même ceux qui doutent reconnaissent la rareté d'un chef encore capable de marcher au milieu de ses soldats. Dans les écoles, les enseignants racontent à leurs élèves ce qu'est un pays qui se reconstruit. Ils parlent d'avenir, mais toujours avec le mot « patience » au coin des lèvres. Car au Sahel, l'espérance se conjugue au présent. Et quelque part, sous le soleil qui tombe, on comprend que la vraie victoire n'est peut-être pas la paix totale, mais le courage de continuer à y croire. Pour sortir du piège, sans céder à la provocation, le Burkina Faso et l'Alliance du Sahel ont défini une ligne d'action à plusieurs niveaux. D'abord, la diplomatie persistante. Multiplier les canaux, officiels ou non,
pour forcer une réponse du Togo et réduire les marges d'ambiguïté. Chaque échange écrit devient une preuve, chaque silence un signal. Ensuite, la transparence contrôlée. Publier progressivement les éléments du dossier d'Amiba, sans tomber dans la surenchère médiatique. Montrer que la vérité n'a pas besoin de cris pour convaincre. Puis, la souveraineté logistique. Renforcer la coopération militaire interne à l'AES, formation conjointe, échange de renseignements, production locale d'équipements. C'est la réponse silencieuse à la dépendance étrangère. Après cela, la mobilisation civique. Encourager les citoyens à documenter les ingérences et à défendre les symboles nationaux avec calme et discernement. Une vigilance instruite vaut mieux qu'une colère aveugle, répète le capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, l'unité narrative. Faire du Sahel un espace de parole commun où chaque pays parle d'une seule voix face au monde. Ce plan n'est ni spectaculaire ni rapide, mais dans une région où chaque mot peut déclencher une crise, la lenteur peut devenir une arme. Dans la cour du palais, les jeunes volontaires continuent de s'entraîner sous la poussière rouge. Leurs cris mêlés au vent rappellent les promesses faites au début, tenir, même quand le monde regarde ailleurs. Au loin, on distingue la silhouette du capitaine Ibrahim Traoré, marchant lentement, entouré de soldats fatigués mais droits. Ce n'est plus la ferveur d'un coup de force, mais la persévérance d'un peuple qui refuse d'abdiquer. Le silence, jadis perçu comme faiblesse, est devenu langage. Il contient la douleur, la prudence et l'orgueil. Il dit tout ce qu'un discours ne peut plus exprimer sans déclencher la tempête. Et c'est peut-être là la plus grande leçon du Sahel. Survivre, c'est savoir attendre. Quand la poussière retombera, les traces de pas seront encore là. Elles rappelleront qu'au cœur du piège, le lion n'a pas rugi. Il a tenu. Le jour se lève à nouveau sur Ouagadougou. Les journaux parlent encore du piège togolais, des menaces françaises, de l'attente. Mais dans les ruelles, les enfants reprennent leur jeu, comme si le pays avait trouvé sa respiration au milieu du tumulte. Les voix s'élèvent moins pour dénoncer que pour comprendre. Le capitaine Ibrahim Traoré apparaît désormais comme le miroir d'un continent en mutation, jeune, vulnérable, mais décidé à ne plus reculer. Ses choix, quels qu'ils soient, seront jugés non par la vitesse des victoires, mais par la profondeur des traces qu'ils laissent. Car au fond, cette crise dépasse les frontières. Elle interroge la manière dont une génération réinvente sa dignité sous la lumière crue du monde. Et vous, combien de silences seriez-vous prêt à défendre?